La mode dite éphémère dans le collimateur du Parlement français. En début de semaine, le Sénat tricolore a examiné une proposition de loi qui vise à réduire l'impact environnemental de l'industrie textile. Version très différente de celle votée par l'Assemblée nationale l'année dernière. Particulièrement concernés, Shein et Temu, les géants asiatiques qui se défendent d'être des entreprises de la fast fashion. Shein se pose même en défenseur du pouvoir d'achat, notamment celui des classes les moins favorisées. Pendant ce temps, la série noire continue pour les enseignes de prêt-à-porter. Après Camaïeu, après Naf Naf, après Gap, c'est Jennifer qui est en sursis. Les 1000 salariés de la marque sont dans l'attente de la décision du tribunal de commerce qui examine les offres de reprise 2 ans que l'enseigne a été placée en redressement judiciaire. Bonjour et bienvenue dans la semaine de l'écho, votre rendez-vous hebdomadaire pour décrypter les grands faits de l'actualité économique sur France 24. Cette semaine, pour nous aider à comprendre les enjeux du dossier de la fast fashion et nous expliquer les difficultés du prêt-à-porter en France, voici nos invités. Bonjour Yasmine Oquier-Buron, vous êtes l'une des cofondatrices de Rive Droite Paris, une marque d'accessoires qui se veut éco-responsable. Gildas Maviel, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'Observatoire économique de l'IFM, l'Institut français de la mode. Yann Rivoalan, bonjour. Vous êtes le président de la Fédération française du prêt-à-porter féminin. Et puis, nous sommes en direct avec Frédéric Génie, économiste, professeur émérite à l'ESSEC et auteur d'un rapport sur l'impact de cette proposition de loi sur le pouvoir d'achat. Je tiens à préciser que nous aurions bien aimé avoir les porte-paroles de Shein sur ce plateau, mais ils ont décliné notre invitation pour incompatibilité d'agenda. Avant d'entendre les positions des uns et des autres, les faits. Qu'y a-t-il très concrètement dans le texte examiné lundi et mardi par le Sénat français? Les éléments de réponse, c'est avec Elliot Samuel. Des vêtements à prix cassé, un marché gigantesque, éphémère et à bas coût de marques connues de tous. Des produits textiles visés par une proposition de loi, notamment à cause de leur impact écologique et de leur concurrence jugée déloyale. Le texte, voté à l'Assemblée nationale en mars 2024, a été modifié au Sénat lundi pour se recentrer sur la mode ultra express, avec dans le viseur les plus grands géants chinois de la fast fashion comme Shein ou Temu. Ce texte, tel qu'il est aujourd'hui, nous permettra de mettre un frein vraiment à ces géants chinois qui nous envahissent sans aucun contrôle, sans aucune norme, sans payer aucun impôt en France. En modifiant la proposition de loi, les sénateurs affirment vouloir épargner les groupes français et européens comme Zara, Kiabi ou H&M qui auraient pu être concernés par l'ancien texte. Les géants chinois dans le viseur auront l'obligation, par exemple, de sensibiliser les consommateurs à l'impact environnemental de leurs vêtements. Réduire l'impact environnemental, oui, mais à condition que ce soit collectif. Nous avons aujourd'hui des millions de Français qui viennent chez nous car nous proposons une mode abordable. Ayons une action collective, ayons une action d'ensemble avec l'industrie pour réduire cet impact. En revanche, le bonus-malus ne concernera pas que les grands groupes chinois. En fonction de leur affichage environnemental, des entreprises pourraient se voir pénalisées d'au moins 5 € par produit et possiblement de 10 € d'ici 5 ans. La publicité pour les groupes de la mode ultra express devrait être interdite. Cette proposition de loi doit permettre de réduire la consommation de textiles en France. Plus de 48 vêtements par habitant sont mis sur le marché chaque année et 35 sont jetés chaque seconde dans le pays. Le texte doit être voté au Sénat le 10 juin. Alors je le disais, ce texte, il est beaucoup plus sévère que celui qui avait été voté par les députés en mars de l'année dernière. Il y a donc un petit décalage entre les deux chambres du Parlement. Yann Rivoalan, pour vous, ce texte, il est équilibré, il est sensé? Nous avons eu 3 phases. Une première phase passionnante et stratégique pour la France et pour l'Europe, et j'irais même l'Occident, avec la loi qui avait été votée l'année dernière. Parce que dans un premier temps, elle déterminait ce qu'était la marque ultra fast fashion, qui avant tout est régie par des sociétés qui ne sont que des sociétés de technologie, qui d'un côté volent nos produits et de l'autre côté exploitent des travailleurs. Et cette entreprise cette loi montrait que si on faisait plus de, par exemple, 1000 produits par jour, alors on ne pouvait le faire qu'avec de l'intelligence artificielle et qu'avec de l'exploitation. Le deuxième point était de se dire, ces sociétés qui peuvent investir de façon illimitée en publicité, il faut les toper sur ce point et donc on doit les interdire de publicité parce que comme elles détruisent la planète et qu'elles détruisent des emplois, on doit aussi savoir se protéger. Et enfin, un dernier article
qui mettait à travers l'affichage environnemental un certain nombre de normes de malus et de bonus pour réguler l'intégralité du secteur. Ça a été transporté au Sénat parce que les sénateurs, dans un premier temps, ont craint un problème de constitutionnalité sur, par exemple, la publicité. Or, ceci a changé puisque quand ça a été étudié il y a maintenant quelques jours, on a remis l'interdiction de la publicité. Donc ce qui avait été enlevé a été remis. Donc on est très proche de ce qui a pu être présenté à l'Assemblée nationale. Quant à l'interdiction aussi, le système de bonus-malus, je veux dire, sur l'affichage environnemental, voilà, en fait ça a été plus ou moins remis. Pas exactement dans les mêmes dimensions, mais on en est très proche. Alors, reste que ce texte est censé réduire l'impact environnemental de l'industrie textile. Pour les représentants de Shein, il n'atteint pas l'objectif de son intitulé. Manifestement, effectivement, ce sont les plateformes chinoises qui sont dans le collimateur. Alors, Gildas Mainviel, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un deux poids, deux mesures ? Alors écoutez, moi je suis tout à fait satisfait. On va se satisfaire de cet élément-là, que la publicité... qu'on envisage d'interdire la publicité, parce qu'on sait effectivement que la pédagogie est très importante. Ce sont les consommateurs, et on ne les blâme pas, qui consomment les produits chez Shein et Temu. Et je pense qu'il faut communiquer sur l'impact négatif à la fois social et environnemental. C'est très important. Et si on peut mettre un frein au développement de Shein, qui est très dommageable pour l'écosystème de la mode en France, c'est une très bonne chose. Donc, on est tout à fait favorable à ces éléments-là. Yasmine Ocquier-Buron, il faut faire, parce qu'il y a cette espèce de volonté de définir ce qu'est la fast fashion, il faut définir aussi donc, ce qu'est l'ultra fast fashion. Il faut faire le distinguo entre les deux. Alors effectivement, certaines personnes, et chacun apporte sa pierre à l'édifice de ce débat, et c'est très bien, veulent faire la différence entre les deux. Il y a en effet une différence entre les deux. Maintenant, la fast fashion dans sa globalité pose de gros problèmes environnementaux, sociaux et de souveraineté industrielle pour la France, d'un secteur qui déjà souffre beaucoup, que ce soit côté industriel ou côté commerce. Et j'ajouterais que dans le cas, en tout cas, de l'ultra fast fashion, et le rapport de Greenpeace le montre, il y a un risque sanitaire sur la santé, sur la peau des gens, parce que c'est des produits qui sont nocifs. Ce qui fait quand même une petite différence. On va y revenir. Frédéric Génie, vous êtes l'auteur d'un rapport commandé par Shein et qui a été envoyé à tous les parlementaires. Dans ce document, vous dites que cette proposition de loi nuirait aux ménages les plus modestes. Comment est-ce que vous êtes arrivé à cette conclusion? Quelle a été votre méthodologie? Ouais, la méthodologie, elle est assez simple. Elle a consisté à... Il y a un écho, je suis désolé, je ne sais pas si vous m'entendez. Donc, la méthodologie... Vous m'entendez? Bon. Premièrement, ce dont il s'agit, c'est de réduire l'impact environnemental de l'industrie de l'habillement. Alors là-dessus, le débat, comme il vient d'être dit, s'est focalisé sur la vente éphémère, peu importe sa définition. Ça veut dire que le texte ne s'applique pas à 93% de la profession. Donc c'est un peu bizarre pour essayer de réduire l'impact environnemental. Mais on peut admettre que peut-être que les 7% qui restent sont particulièrement nocifs, c'est plus ou moins ce qui a été dit. Mais ce que dit la loi, c'est qu'elle ne donne aucune incitation aux plateformes que vous avez citées et qui sont visées par la loi pour réduire leur impact environnemental. L'impact environnemental, il vient de quoi? Il vient du processus de fabrication, il vient des produits qui sont des matières qui sont utilisées, il vient du transport et il vient éventuellement de la destruction des produits usagés. La loi, telle qu'elle est à l'heure actuelle, elle impose une taxe qui est fonction du nombre de références. Ça n'a rien à voir ni avec les matières utilisées, ni avec aucune des autres variables qui déterminent la dangerosité ou le caractère malsain de ces produits. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une plateforme qui aura à payer cette taxe, elle n'aura aucun intérêt à être plus vertueuse, parce que si elle est plus vertueuse, elle continuera à payer exactement la même taxe. Bon. Alors il y a une raison pour laquelle ça a été fait. Cette raison, c'est une raison qui est qu'un certain nombre de distributeurs français ou européens eux-mêmes
distribue exactement le même type de produit. Si je prends Kiabi, par exemple, vous allez sur son site, il y a des t-shirts à 5 € en polyester qui viennent de Chine. Bon. Si je prends La Redoute, il y a des pantalons en viscose et en polyester qui viennent de Chine. Si je prends Carrefour, il y a des pantalons en viscose également qui viennent de l'Asie. Donc on est dans un univers dans lequel des distributeurs français ont exactement les mêmes comportements que ceux de ces plateformes. Alors, l'objet de la rapporteure, c'était de ne pas les pénaliser, c'est-à-dire les faire sortir. Et pour les faire sortir, on a dit, la taxe, elle sera uniquement sur le nombre de références, parce que les Chinois, ils ont plus de références que les Européens. C'est un texte qui ne va pas conduire à une diminution de la pollution qui est due à l'industrie et qui doit être réglée. Frédéric Génie, attendez, Frédéric Génie, je vois que ça réagit en plateau. Sur ce point-là en particulier, je voudrais avoir la réaction de Yann Rivoilin. Oui, avant de commencer, Monsieur Génie, j'avais une simple question à vous poser. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte de ainsi avoir été payé pour détruire des emplois, pour détruire la planète et ne pas protéger le citoyen? Vous n'avez pas honte d'avoir utilisé votre titre de professeur émérite pour ainsi aller contre les intérêts de la France et de l'Europe? Vous n'avez pas honte d'avoir ainsi été normalisé une société comme Chine qui, depuis des années, exploite ses travailleurs et détruit des emplois en France? Et pour finir, j'avais une dernière question. Combien avez-vous été payé? Alors, d'abord, ça ne me regarde pas, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est pas avec l'invective qu'on va avancer dans le débat. Je prends ce que vous avez dit comme étant des invectives. Et troisièmement, je vous signale, si vous avez lu le rapport, que je fais des propositions pour qu'on ait, parce que c'est tout à fait possible d'avoir une loi qui va réduire l'impact environnemental. Et ça consiste à avoir un système de bonus-malus qui est fonction de la dégradation du climat qui est apportée par les techniques qui sont utilisées par les entreprises. Bon, donc c'est pas du tout. Moi, je suis très favorable au fait qu'il y ait une loi qui prenne en compte l'impact environnemental. Simplement, ce que je constate, c'est que la loi que nous avons, c'est une loi qui n'est pas sur l'habillement, c'est une loi d'habillage. On essaye d'habiller au nom de l'environnement, ce qui est en fait un protectionnisme d'une part, et d'autre part, une concurrence qu'on veut diminuer entre les plateformes chinoises et les distributeurs français. Alors, il faut appeler un chat un chat. Je suis très frappé par le fait, un, qu'il n'y a pas eu d'étude d'impact, et deux, qu'on n'a pas saisi pour avis, comme le Code de commerce le permet, l'autorité de la concurrence pour lui demander son avis. Est-ce que, oui ou non, c'est quelque chose qui est de nature à fausser le jeu de la concurrence? On va poser la question à Gilles Lasmainvielle. C'était une façon de couper court à la concurrence chinoise, cette loi? Alors, je réagis par rapport à ce que monsieur le professeur a dit. Le problème, ce n'est pas les produits, le type de produit que Chine met sur le marché. On est d'accord. Il y a aussi d'autres distributeurs, évidemment, qui sont positionnés sur les mêmes gammes de prix. Ce n'est pas le problème. Mais Kiabi a des magasins, par exemple. Ça n'a rien à voir. Quel est le nombre d'emplois que génère Kiabi? Mettez en face le nombre d'emplois en France que génère Chine. Par ailleurs, sur le point de l'impact environnemental, ce n'est pas uniquement le processus industriel. Le fait de mettre sur le marché 8000 références quotidiennes, il faut gérer la fin de vie des vêtements. Nous avons tous en tête les images de ces décharges à ciel ouvert au Ghana, en Afrique. Donc c'est ça le sujet, c'est cette surproduction dans un marché qui n'est pas en croissance. Et donc, la dynamique de Chine, je ne sais pas quel est le contenu de l'étude, mais j'imagine qu'on a dans cette étude des impacts positifs sur l'économie française supposée de Chine. Il faut voir que c'est le côté positif, mais au passif, il y a la prise de parts de marché. Chine prend des parts de marché depuis 5-6 ans au camailleux Jennifer, dont on parlera un petit peu plus tard dans cette émission. Donc c'est ça le problème.
Yasmine Okeauzon, Shein met en avant sa vision horizontale de l'industrie. Je sais ce qu'aiment mes clients et je cale mon offre sur cette demande spécifique, en opposition à une vision qui serait plus verticale des autres acteurs, c'est-à-dire qui fabriquent plus en masse, en amont, et la demande est confrontée à une offre pléthorique qui conduit à des invendus. Est-ce que c'est trop schématique ? Oui, complètement. C'est-à-dire que déjà, en fait, j'aimerais qu'on parle beaucoup de consommateurs. Pour moi, dans ce débat, il faut parler de collectivité, parce qu'à la fin, c'est eux qui vont devoir gérer ça. Les ESS, les déchargeries, comme disait Gildas, et le consommateur. Parlons du consommateur, parce que quand on dit à un consommateur que c'est pour du pouvoir d'achat, qu'on lui pousse, parce qu'aujourd'hui on lui pousse avec ces plateformes, que ce soit TikTok ou Chine ou autre, c'est ce qu'on appelle la transe digitale, on enlève le pouvoir d'achat au consommateur, à lui pousser des produits en permanence. C'est pas comme aller en magasin, regarder un produit, voir si le prix me convient, le prendre à la caisse et faire la démarche positive de l'acheter. Là, il y a un côté trans qui, quelque part, moi je trouve qu'on enlève le pouvoir du consommateur. La trans comme une sorte de trans, on appelle ça l'hypnocratie, la transe digitale. Et c'est quelque chose qui est terrible, je trouve. Et au contraire, c'est un manque de respect envers les gens qui ont peu de pouvoir d'achat, de leur faire croire qu'ils ne peuvent s'offrir que des produits qui sont mauvais pour leur santé et qu'ils ne peuvent pas reporter. On appelle ça la longueur de vie, la durée de vie du produit. Un produit qu'on achète 5 €, certes, mais qu'on ne peut pas reporter plus de 2 ou 3 fois parce qu'il tombe en miettes, parce qu'on parle de ça quand même. C'est pas ça du pouvoir d'achat. C'est pas ça respecter le consommateur. Donc non. Frédéric Génie, vous dites que justement c'est les populations les plus défavorisées qui profitent de l'offre de Shein. Pas uniquement ça. Je ne parle pas de Chine en particulier, je parle de l'ultramode en général. Ce sont, d'après les études statistiques qui existent et les plus récentes, des gens qui sont dans les catégories socio-professionnelles les moins favorisées, en majorité, c'est-à-dire la majorité des clients, ça c'est le premier point. Et deuxième point, qui sont dans des régions périurbaines dans lesquelles il n'y a pas d'appareil commercial qui réponde à leurs besoins. Alors, moi, je veux bien que ces 23 millions de Français qui achètent ces produits sont bafoués, etc., et qu'il y a des gens qui s'élèvent pour dire « mais vous ne vous rendez pas compte que vous faites avoir ». Mais je pense quand même qu'on est dans une situation dans laquelle les gens qui cherchent des petits prix, c'est souvent parce qu'ils ont des petits budgets. Et aussi, c'est parce qu'ils ne trouvent pas forcément dans les magasins, parce qu'il n'y a pas forcément de magasins à proximité, ce qu'ils cherchent. Que les Français, les consommateurs sont tous égaux devant le prêt-à-porter. Alors, les consommateurs peuvent trouver des bas prix sur toutes les plateformes, par exemple de seconde main. Donc oui, on peut acheter de la seconde main à des prix modiques. Les consommateurs dont je fais partie ont, pendant leur jeunesse, eu l'habitude, par exemple, d'avoir des vêtements qu'ils pouvaient porter toute leur vie. Quand mon père m'a transmis un pull marin, mon père, il l'avait acheté quelques années au préalable et je l'ai porté encore pendant 20 ans. Donc le prix d'un produit, en fait, est essentiel, mais il est au regard de son temps ou il est au regard de sa capacité de revente. Et c'est là où on voit justement la compétence aussi de M. Génie qui, par exemple, dans l'exemple qu'il a pu donner tout à l'heure, il compare Kiabi avec un produit en polyester, un t-shirt en polyester et les produits de Shein. Sachez, monsieur, si vous aviez fait votre travail, que Shein, c'est 81% de produits en polyester. Kiabi, c'est 7% à peine. 80% des produits de Kiabi, c'est du coton. Donc, comparer ce qui n'est pas comparable, en fait, n'est pas digne de votre travail, monsieur, et de la société, et du collège, et de l'entreprise et de l'école que vous avez représenté. Non, il faut être transparent, monsieur. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez été payé par Shein. Moi, je représente la mode française et pas vous. On va laisser Frédéric Génie répondre. Mais j'ai jamais prétendu représenter la mode française. On m'a demandé de faire une étude d'impact de la loi parce que personne ne l'avait faite. Bon, voilà. Alors, j'ai fait une étude et vous êtes tout à fait libre d'en discuter. Deuxièmement, j'ai absolument jamais dit que Kiabi a la même proportion que des plateformes de l'Asie du Sud-Est, donc ce n'est pas la peine de me faire dire des choses que je n'ai pas dites. Bon. Troisièmement, en revanche, lorsque Kiabi, pour la part qu'il achète de ses produits, achète des produits qui sont faits dans les mêmes conditions et aux mêmes endroits que des plateformes d'Asie du Sud-Est, Kiabi, pour ces quantités-là, contribue également
à restreindre l'environnement. Donc si c'est une question d'environnement, on sait faire. Le Sénat sait très bien faire. Ça. Il l'a fait, par exemple, dans la loi sur les sodas. Il a dit c'est pas bon le sucre pour la santé des Français. Donc je mets une taxe sur les quantités de sucre qu'il y a dans les sodas. Et j'ai pas mis une taxe sur les références de Pepsi Cola ou de Coca-Cola. Bon, donc on sait parfaitement faire. Ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'on se fiche de l'environnement. Ce qu'on veut, c'est limiter la concurrence des entreprises chinoises, qui est un autre problème qui n'a rien à voir avec l'environnement. Donc c'est pour ça que je disais que cette loi, elle habille au nom de l'environnement quelque chose qui n'a rien à voir et qui est une question de concurrence pure et dure. Yasmine Okier-Buron, une réaction ? Là, je pense qu'on parle, M. Génie parle de... C'est des techniques de négociation, je pense, entre champs qui n'intéressent pas beaucoup ni les téléspectateurs ni les consommateurs. Il y a un problème de pouvoir d'achat, c'est une réalité. Moi aussi, j'ai des pulls marins de ma jeunesse. Je peux comprendre que dans un monde d'ultra-consommation, les jeunes notamment aient envie de renouveler leur garde-robe plus souvent que nous quand on était jeunes. Et c'est OK. Maintenant, effectivement, il y a du seconde main. Le marché de la seconde main était en énorme croissance jusqu'à Chine. Parce qu'on pouvait revendre des produits de bonne qualité. Aujourd'hui, ça perd de sa valeur parce que demander aux ressourceries le mal qu'ils ont à revendre les produits qui ne sont pas en état. Et je dirais autre chose, il y a aussi un truc qui est très sympa quand on est étudiant, il y a des boîtes de location de vêtements. Alors je précise, je ne les représente pas du tout, mais on peut avoir un abonnement et avoir 4-5 vêtements par mois, y compris de grandes marques, pour 40 €. Et je pense que ça, c'est quand même quelque chose qui... Et pardon pour monsieur, ça arrive jusqu'en périurbain, puisque c'est livré à domicile. Gilles Dasmaviel, un mot de la valeur du vêtement. On a l'impression qu'il y a une perte de valeur, justement, et qu'on s'attache beaucoup plus au prix qu'à la valeur du vêtement de nos jours. C'est exact. Et donc... les deux invités qui partagent le plateau avec moi ont évoqué les pulls marins de leur jeunesse. Je vais rajouter ma petite anecdote aussi. Nous aussi, en Bretagne, on avait des pulls Le Minor. C'est une marque qui existe encore. Je pourrais en citer d'autres, mais je pense à celle-ci en particulier. Et c'est vrai que quand on achète, vous l'avez dit tout à l'heure, un T-shirt à 5 € et qu'on le porte 3 fois, il vaut mieux acheter un T-shirt 25 €, un petit peu plus cher, et puis le porter 30 fois. C'est une évidence. Mais je crois qu'on n'a pas conscience de ça. On n'a pas conscience de ça. Non, le consommateur n'a pas encore conscience de ça. Et je pense que la valeur des vêtements, en effet, on a perdu nos repères parce que il y a eu la mondialisation, il y a eu la montée en puissance des soldes et des promotions qui sont aujourd'hui très importantes. Le Black Friday est venu par-dessus le marché. C'est encore quelque chose. La seconde main, c'est important. C'est mieux que d'acheter trop de vêtements neufs. Ça prolonge la vie du vêtement, mais ce n'est pas non plus la solution éco-responsable pour l'écosystème de la mode. Et la seconde main perturbe aussi le rapport qu'on a par rapport au juste prix du vêtement. Aujourd'hui, on a des tonnes de possibilités d'acheter des produits très bon marché. Donc, lorsque vous avez des enseignes milieu de gamme, historiques françaises comme Camaïeu, qui se positionnent avec un jean à 40-45 €, celui-ci est aujourd'hui 3 fois plus cher que celui que vous pouvez trouver chez Shein. Donc, c'est difficile d'être attractif et compétitif. Donc, si vous voulez, les prix n'ont pas beaucoup évolué, mais l'écart entre le prix moyen et les premiers prix et les prix du premium, cet écart s'est accentué. Et c'est ça le paradigme d'aujourd'hui. Et c'est ce qui fait que la situation est difficile, je termine là-dessus, pour les consommateurs qui consomment chez Camaïeu ou Jennifer. Et pour les enseignes elles-mêmes, puisque c'est l'hécatombe dans l'industrie textile en France, les enseignes ferment les unes après les autres. Il y a eu la marque Gap, Caporal, ou encore Camaïeu, on en a parlé. L'enseigne Jennifer a elle aussi été placée en liquidation judiciaire et elle pourrait bientôt fermer définitivement ses portes. Le tribunal de commerce examine les potentielles offres de reprise et l'attente se prolonge pour quelques 1000 salariés. Reportage signé Léa Deschâteaux, Johan Mavière et Océane Labalette. Depuis 14 ans, Fatima Kalki travaille pour cette enseigne de vêtements. Elle est même devenue avec le temps responsable adjointe de ce magasin près de Strasbourg. Qui fait quoi? Vous êtes tous sur la livraison? Il y a quelqu'un qui te reprend en caisse? L'enseigne Jennifer vit peut-être ses derniers jours. Elle a été placée en liquidation judiciaire fin avril. Fatima Kalki ne s'attendait pas à devoir peut-être mettre la clé sous la porte. Il y a des journées où c'est vrai qu'à midi, on a notre première cliente, on encaisse notre première cliente. Et par rapport à l'époque où on ne se posait pas de questions. L'enseigne va-t-elle fermer définitivement? Depuis plus d'1 mois, les salariés vivent au rythme des rendez-vous judiciaires.
Sans repreneur, 1000 salariés de Jennifer pourraient perdre leur emploi. Des suppressions de postes qui s'ajouteraient aux 122 emplois disparus de Gap, aux 280 de Caporal ou encore aux 2600 de Camaïeu. Dans l'habillement, des dizaines de milliers d'emplois détruits. Un secteur qui souffre de la concurrence des plateformes chinoises de mode à très bas prix. Résultat, dans cette rue commerçante de Strasbourg, difficile de ne pas remarquer les rideaux baissés des magasins. À chaque fois que je viens, je vois que ça change entre des fermetures, des ouvertures. CA, ça ferme, ouais. Non, il y a plein de marques qui ferment, hein. Et c'est des grosses enseignes quand même. Hein. Mais le textile français n'a pas dit son dernier mot. Après des années de crise, près de Lille, Promode renaît de ses cendres. L'entreprise a décidé de se recentrer en proposant moins de références dans chaque collection. En 2022, nous avions 17 produits. En 2025, on n'a plus que 12 produits. Ça permet à la cliente de mieux comprendre notre offre avec moins d'imprimés, mais des imprimés plus travaillés. Un succès retrouvé après des décisions radicales, de grands sacrifices et 2 plans sociaux. On a réduit notre parc magasin. On avait 1000 magasins, on en a 400 aujourd'hui. On est passé de 55 pays à 5 pays. Petit à petit, l'entreprise remonte la pente. L'an dernier, la marque était l'une des rares à voir son chiffre d'affaires augmenter. Alors, Yann Rivoilan, est-ce que la concurrence des plateformes chinoises est la seule explication aux difficultés que rencontrent toutes ces enseignes ? Il y a un point très simple, c'est que Chine nous fait croire qu'ils font de la production à la demande et en soi, ils ne font que du vol à l'étalage. Parce que chaque fois que Promode, par exemple, sort une nouvelle référence sur son site, automatiquement, Chine le copie. Et c'est cela pour Promode, des grandes entreprises comme celle-ci, mais c'est la même chose, par exemple, pour Lacoste, où il y a un procès actuellement de Lacoste contre Chine. Et je pourrais vous citer comme ça des dizaines de marques, y compris des petits créateurs, qui se font voler leurs produits, qui se font voler même leurs photos sur Instagram par Chine. Donc évidemment, quand on ne paye pas la création, quand on ne paye pas tous les salariés, comme le fait par exemple Promode, pour Chine, ça provoque des coûts qui sont plus faibles. De l'autre côté, Chine ne déclare pas derrière ses impôts, comme M. Génie par exemple ne déclare pas l'argent aussi qu'il a touché par Chine. Et de ce fait, eh bien, évidemment, ça permet d'avoir un prix plus bas. Donc quand du côté on vole et d'un côté en fait on ne paye pas ces taxes, c'est des entreprises comme ça qui provoquent la pire concurrence déloyale qui peut exister. Frédéric Génie, concurrence déloyale, est-ce que le terme vous parle ? Écoutez, moi, ce qui me semble déloyal, c'est éventuellement, au nom de l'environnement, de faire payer certains et pas d'autres. Ça, oui. Mais surtout, je suis frappé par le fait que ce qu'on est en train de dire là, ce que j'entends, c'est qu'il y a 23 millions de consommateurs qui sont idiots. Ils se font avoir en permanence et ils s'en sont jamais rendus compte. Alors, j'ai bien compris que mes interlocuteurs disent « Ah ben nous qui sommes plus intelligents que ces 23 millions de consommateurs, on va leur expliquer pourquoi il faut qu'ils payent plus cher. » Bon. Moi, je veux bien, mais il y a des moyens parfaitement logiques de faire ça, par la publicité, par la conviction. Je n'ai pas d'objection à ça. J'ai du mal à croire qu'il y a 23 millions d'idiots. Bon. Le second point, c'est que si on estime qu'il y a une qualité qui est insuffisante, inacceptable et qui pollue, alors il faut effectivement faire un système d'incitation et de punition qui porte sur le contenu en qualité des produits qui sont mis sur le marché. Bon. Vous êtes d'accord avec le bonus-malus alors ? Je suis avec un bonus-malus qui correspond effectivement à ce que font les entreprises. Pas un bonus-malus qui est sur le nombre de références qui n'a rien à voir. Yasmine Occhi-Buron, vous vouliez réagir ? J'adore l'argument de prendre les consommateurs pour des idiots parce que et encore j'aurais aimé traiter de boubou parisien, ça m'aurait fait rire. Non, au contraire, je pense qu'il faut respecter le consommateur. Comment voulez-vous expliquer qu'un Promode, je pense qu'il travaille beaucoup sur ses prix par exemple, j'ai fondé une marque pour laquelle on utilise des produits, des tissus en France, tissés en France et en France, je peux vous assurer que c'est une gageure. Aujourd'hui, croire qu'un produit de consommation qui arrive chez le consommateur, donc livré, puisse coûter le prix d'une baguette de pain ou un peu plus, c'est vraiment prendre les gens pour des idiots. Et le premier employeur de France, c'est l'artisanat. Donc je pense qu'ils savent ce que c'est que de calculer une marge. Et c'est les prendre pour des idiots. Donc quelqu'un n'est pas payé. Le prix moyen chez Rive Droite Le prix moyen chez Rive Droite, on est dans du sac. Donc on est un peu moins dans du t-shirt. Mais le prix moyen chez Rive Droite, c'est 70 €. C'est des sacs donc, qui sont portés jusqu'à 5 ans, qui sont réparables et sur lesquels on assure la fin de vie du produit. Donc c'est des tissus qui sont 100% recyclés, de la réinsertion sociale et en plus on répare.
Donc voilà. Voilà, Mais on travaille. C'est pour être transparent que je pose la question. Absolument, exactement. Donc tout ça pour vous dire que faire un sac à 70 € en boutique, c'est vraiment pas simple. Et surtout si c'est en France. Et on le fait pourquoi? Parce que c'est aussi la souveraineté française et européenne, qu'à la fin, c'est nos collectivités, c'est nos impôts et c'est notre emploi, en fait, qui sont en jeu ici, en plus de la santé publique. Gilles Dasmaviel, est-ce qu'on peut parler de crise conjoncturelle? On voit que le pouvoir d'achat stagne depuis le début des années 2000. Est-ce que c'est aussi une explication au fait que les classes les plus défavorisées se tournent vers ce mode de consommation que constituent les plateformes chinoises? Évidemment, l'environnement économique est capital. Si vous avez un environnement économique comme celui que nous connaissons déjà depuis la crise des subprimes, c'est-à-dire depuis le tournant 2007-2008, l'économie fait un peu plus que du surplace. Ça conduit les consommateurs à faire des arbitrages, à faire des choix, et on sait malheureusement que les achats de vêtements sont parfois sacrifiés, si vous voulez, au profit d'autres postes budgétaires quand il y a l'inflation et puis les dépenses contraintes. Donc, pour répondre plus directement à votre question, ça n'est pas uniquement à cause de Shein et de Temu que le secteur va mal. Non, on ferait pas. Ce serait faire trop d'honneur à ce cher professeur que de lui faire croire ça. Mais c'est évidemment un élément central. Et les consommateurs, beaucoup d'entre eux ont besoin de petits prix, mais il y a des petits prix qui sont proposés, encore une fois, Yann l'a dit, par Kiabi, Decathlon et beaucoup d'acteurs, et la seconde main aussi. Mais tout ça m'inspire une réflexion, je ne vais pas être long, ne vous inquiétez pas, mais quand on connaît bien le secteur, comme c'est le cas de nous trois sur ce plateau, eh bien, on pense à la désindustrialisation. On a accepté la désindustrialisation. Dans le secteur textile, on avait dans l'industrie textile-habillement 700 000 personnes qui travaillaient à la fin des années 70 en France. Aujourd'hui, il y en a moins de 100 000. Et on a accepté ça, finalement, face à une incapacité de construire une société plutôt égalitaire. On a accepté ça parce qu'on s'est dit finalement les consommateurs vont gagner en pouvoir d'achat avec cette mondialisation. Et là, on est en train de faire la même chose pour le commerce. Après la mondialisation de l'industrie, il y a la mondialisation du commerce. Et on devrait accepter que les consommateurs, grâce à Shein, puissent accéder à des produits extrêmement bon marché. Mais on ne veut pas de cette société-là. On refuse de sacrifier. On a parlé de dizaines de milliers d'emplois, c'est exact. Depuis fin 2022, fermeture de Camaïeu, le retail, le secteur de la distribution a perdu 10 000 emplois en France. Donc, ces gens-là, c'est à eux qu'on parle. Alors, parce qu'on a fait le distinguo entre l'ultra fast fashion et la fast fashion, mais est-ce que les Zara, H&M qui font fabriquer leurs produits à l'étranger, c'était mieux? Alors, on va reprendre justement un des mensonges à nouveau aussi de M. Génie qui déclare que c'est fait dans les mêmes endroits. On travaille par exemple avec Kiabi. En fait, tous les ateliers sont contrôlés. Il y a une étude en fait de traçabilité absolue sur chacun des produits. Je reprends par exemple sur Shein et reprendre aussi qui prend les gens pour des idiots. Shein dit j'ai 23 millions de clients en France. Il fait 10 000 nouveaux produits par jour. Or, Quentin Dufat, le porte-parole de Shein, déclare on ne contrôle que 12 500 produits par an puisqu'on ne dépense que 2,5 millions pour contrôler ces produits. Eh bien, c'est simple. C'est une société qui ne contrôle que 0,3% de ses produits. Donc, à 23 millions de Français, on envoie 99,7% de produits qui sont toxiques et dangereux, comme l'a montré Greenpeace, comme l'a montré des tests en Belgique, comme l'a montré la Corée. Et ça ne correspond pas aux normes imposées par l'Union européenne. Ce qu'a montré aussi notre ministre, Amélie de Montchalin, qui montrait que 91% des produits qui venaient de Temu et de Shein ne correspondaient pas aux normes, dont 66% qui étaient dangereux. Vous pensez que la Chine pourrait produire de façon plus éco-responsable, plus vertueuse? Bien sûr. Alors, la magie de la Chine, oui, la magie de la Chine, c'est que c'est une machine de réactivité et d'ultra-capitalisme. Donc, si la demande, parce qu'il y a une contrainte comme aux États-Unis ou parce que le consommateur demande à être respecté, les 23 millions de Français à être respectés, demandent des produits plus propres, ils le feront parce qu'ils savent le faire. Ils savent tout produire, les Chinois. Ils peuvent produire des produits 100% éco-conçus et merveilleux. Ils savent le faire. C'est juste que là, ils nous envoient. On n'a pas parlé des États-Unis, mais comme ça a été bloqué aux États-Unis, ils nous envoient le stock qu'ils ne peuvent pas vendre aux Américains. Donc en fait, là, aujourd'hui, ils déversent leur stock en Europe. Mais si on leur dit on n'en veut pas, ils feront autre chose. Et très vite en plus, et très bien. Frédéric Génie, est-ce que les plateformes de vente par correspondance telles que Shein et Temu seraient à même de pouvoir produire aujourd'hui de façon éco-responsable? Pourquoi est-ce qu'elles ne le font pas?
Premièrement, je ne suis pas un porte-parole de Chine ou de Temu ou de qui que ce soit. On m'a demandé de faire une analyse de la proposition de loi et de son impact. Et c'est ce que j'ai fait. Deuxièmement, par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, donc, il y a des professionnels ici qui vous ont dit mais les Chinois ils sont capables de faire très bien, donc j'en prends acte. J'ai pas d'idée particulière sur la question. Sur le fait qu'il y a une crise de la filière de l'habillement en France depuis longtemps, depuis le début des années 2010, avant même l'arrivée des plateformes. Je suis sûr que les plateformes ça a rajouté de la pression à un endroit où il y avait déjà une diminution de la consommation, etc. Donc, il y a peut-être aussi là un modèle de politique industrielle à rechercher pour essayer de dynamiser l'offre française. Quant à la question de savoir s'il y a des produits qui ne correspondent pas aux normes, personnellement, je suis tout à fait d'accord sur le fait que s'il y a des produits qui ne correspondent pas aux normes, eh ben, ces normes doivent être appliquées et si les pouvoirs publics ne le font pas, c'est eux qui sont critiquables. Alors, vous avez tous évoqué la seconde main, ce qui pose la question de la durabilité des vêtements et offerts aujourd'hui aux consommateurs. Un bonus réparation a été mis en place il y a 2 ans en France. On sait peu que les réparations de vêtements sont concernées par ce dispositif. Est-ce que ça pourrait être un élément de soutien à la filière textile dans notre pays ? Alors, évidemment, quand on répare son produit, on sent la qualité. C'est-à-dire quand on change le bouton, quand on répare un trou, on sent la qualité du produit, on voit sa richesse. Et de ce fait, on retrouve une nouvelle vie à ce produit et c'est un vrai plaisir de retrouver ce produit réparé. Donc la réparation est un acte essentiel à mettre en place pour qu'on revienne justement sur des bonnes habitudes qu'on avait il y a quelques années. Sauf qu'aujourd'hui, on ne trouve plus beaucoup de couturiers capables de faire, de refaire un relais. Et en effet, parce que quand un consommateur, je reprends aussi encore les produits de Chine, c'est on a un t-shirt à 3 €, est-ce que je vais le réparer ? Non, j'en achète un autre. 2, Chine, par exemple, pourrait aussi en fait remettre ses produits en place. Ils ont fait une pseudo-plateforme. Il y a des tests qui ont été faits pour un journal suédois où on a vu que les retours, par exemple, qui repartaient en Pologne, ne revenaient pas dans les ventes. C'est-à-dire les retours en Pologne partaient directement dans le désert du Chili pour être incendiés là-bas. Donc, on a une société avec Chine qui a tout fait pour détruire la réparation, à la fois par des prix qui ne sont pas concurrentiels à cause des différents vols qu'ils font, et à la fois par la capacité à ne respecter aucune des règles européennes qu'on a par exemple sur les retours. Yasmine, sur la réparabilité des vêtements. Oui, alors effectivement, il y a moins de réparateurs avant qu'en France, c'est une réalité. Maintenant, nous, on a, donc chez Redroite, on a une carte des réparateurs de France. Quand notre produit a un problème, ce qui peut arriver dans tous les produits, typiquement un zip qu'il faut changer, on incite le client à aller justement en centre-ville, voir son réparateur, faire réparer le produit, mais qui est réparable, contrairement à du Chine. Et ensuite, on lui rembourse cette réparation. Et par ailleurs, on a un atelier de réparation à Paris. Et comme disait Yann, on est extrêmement ému de voir que les gens nous apportent des produits qui ont plusieurs années, qui ont été lavés, qui sont délavés, mais qui ont une charge émotionnelle plus importante que quand il était neuf. Ils viennent, ils font la démarche de venir pour le réparer. Donc le consommateur veut, si on lui propose, bien sûr. Gilles Lasmaviel, ça peut être un axe, un moteur de croissance bien sûr, il faut que le produit secteur. soit de qualité. Donc avec vos produits, j'en doute pas, la qualité est au rendez-vous, mais ce n'est pas le cas. Malheureusement, on a observé dans les études qualitatives qu'on peut conduire à l'Institut français de la mode, les consommateurs sont aussi parfois très critiques vis-à-vis de la mode et disent que, et à juste titre, je pense que les vêtements ont perdu en qualité. Et donc, il faut reconquérir le consommateur en lui proposant, je sais que c'est un peu naïf de dire ça, mais il faut le reconquérir en proposant des produits qualitatifs. Et c'est intéressant le reportage que vous avez montré sur Promode, parce qu'il ne faut pas montrer l'écosystème de la mode qui a réduit quand même le nombre de références. Complètement écervelé et qui ne s'intéresse pas du tout à l'éco-responsabilité. Tous les acteurs ont compris depuis maintenant une vingtaine d'années que c'était capital. Et ils sont tous, y compris dans la mode fast fashion, pas ultra fast fashion, mais fast fashion. Vous avez montré l'exemple de Promode. Ils ont conscience qu'il faut réduire la voilure et qu'il faut être à la fois en adéquation avec les attentes des consommateurs, mais aussi en conformité avec son attente d'éco-responsabilité. Donc ça, c'est bon pour la planète. Et puis, on ne peut pas comparer, encore une fois, Yann a très bien montré, les gens qui fabriquent pour
Chine en travaillant 18 heures par jour. Hein, c'est pas du tout la même chose que les produits que Promode importe, peut-être en provenance de Chine, avec le nom de l'usine que tout le monde peut vérifier, etc., et que tout le monde peut visiter. Donc ça n'a rien à voir. Frédéric Génier, en 30 secondes, une réflexion sur ce que vient de dire Gildas Maviel? D'abord, moi, je suis essentiellement d'accord avec ce que disait M. Maviel. Je constate aussi que si on a parlé de tas de choses, d'un problème social, d'un problème de globalisation, etc. On a parlé de tout, sauf, en fait, de l'environnement. Bon, c'est-à-dire que cette loi, elle est mal posée, elle prétend être une loi sur l'environnement, alors qu'elle essaye de régler d'autres problèmes, dont je ne dis pas qu'ils n'existent pas, mais qui par, effectivement, une action vis-à-vis des consommateurs, une action vis-à-vis du respect des normes, une action vis-à-vis de la réparation quand c'est possible, est susceptible d'aider la profession, qui est une profession en difficulté à l'heure actuelle. Merci Frédéric Génie, merci Yasmine Oquier-Buron, merci à vous Yann Rivoilan, merci à Gildas Maviel d'avoir été parmi nous. C'est la fin de la semaine de l'Écho, restez avec nous, l'information continue sur France 24.